Je m'appelle Théa Bennett et j'ai 34 ans. 3 jours avant Noël, je suis rentré d'un service de nuit de 12 heures et j'ai trouvé toute ma vie empilée sur le porche de mes parents, dans des sacs poubelles noirs, soigneusement noués, avec un verrou en laiton tout neuf qui brillait sur la porte d'entrée. Je suis infirmière. J'avais passé 2 ans sous ce toit à m'occuper de mon père après son AVC, et ma famille m'a mise à la porte, de la même manière qu'on annule un abonnement. Ce matin-là, je croyais encore que c'était un malentendu. La veille de Noël, je signais mon nom à l'entrée d'un refuge pour sans-abri, à 4 pâtés de maison de l'église où j'ai été baptisé. Et ce qu'une inconnue sur le lit de camp voisin m'a dit cette nuit-là a fait voler en éclats l'histoire de ma famille. Ce que j'ai choisi d'en faire, cette partie-là, aucun d'entre eux ne l'a vu venir. Bienvenue sur Calm Drama Stories, où les femmes qui ont tout porté apprennent enfin à poser leur fardeau. Racontez lentement et calmement, comme on le raconterait à une amie, à la table de la cuisine. Si ces histoires vous touchent, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous ramener sur ce porche, 3 jours avant Noël, alors que le café dans mon thermos était encore chaud. Je suis resté sur le porche et j'ai compté les sacs. 9. 34 ans, pliés dans du plastique, noués avec les mêmes petites oreilles de lapin que ma mère utilise pour le pain. J'ai sonné à la porte de la maison dont j'avais payé les factures pendant 2 ans. La porte s'est entr'ouverte de 10 cm, jusqu'au bout de sa chaîne de sécurité, et ma mère m'a regardé à travers l'interstice, comme si je vendais des magazines. Elle a dit que la maison était vendue, que les acheteurs signeraient en janvier, et qu'il était temps que chacun se débrouille seul. Je lui ai demandé de le répéter, plus lentement, parce que j'étais éveillé depuis 4 heures de l'après-midi de la veille, et je pensais que l'épuisement déformait peut-être ses mots. Elle ne l'a pas dit plus lentement. Elle l'a dit plus froidement. Derrière elle, au fond du couloir, je pouvais distinguer la silhouette de mon père dans son fauteuil près de la fenêtre, le contour du déambulateur à côté de lui. Et il n'a pas tourné la tête. J'ai dit, « Maman, nous sommes le 22 décembre. » J'ai dit, « Je vous ai donné mes chèques de paie. » J'ai entendu ma propre voix faire cette chose qu'elle fait avec les familles de patients en fin de vie, neutre, prudente, pour garder tout le monde calme. Elle m'a regardé à travers cet interstice de 10 cm et a prononcé la phrase qu'elle avait polie toute ma vie. Dans cette famille, l'amour se mérite. Puis la porte a cliqué, doucement, comme une boîte de pilules. Je suis resté là, dans ma tenue d'infirmière, alors que la neige commençait à s'accrocher au sac poubelle. Et la pensée la plus étrange m'est venue, calme comme tout. Elle n'avait même pas l'air en colère. On ne se met pas en colère contre un abonnement, on l'annule, tout simplement. Ce que je ne savais pas encore, c'est pourquoi la maison devait se vendre si vite, et à qui cet argent était déjà promis. Laissez-moi remonter 2 ans en arrière, pour que vous compreniez comment une infirmière adulte se retrouve à la porte de sa maison d'enfance avec 9 sacs poubelles. Quand mon père a eu son AVC, je louais un 2 pièces décent de l'autre côté de la ville et je travaillais à plein temps en soins palliatifs. Maman m'a appelé depuis le couloir de l'hôpital, pleurant de cette manière contenue qu'elle a, et a dit, « Théa, nous avons besoin de toi, juste pour quelques mois. » Alors, j'ai fait ce que les filles comme moi font. J'ai résilié mon bail, j'ai réduit mes heures de travail pour suivre son programme de thérapie, et j'ai emménagé dans mon ancienne chambre au papier peint à boutons de rose. Maman a mis en place ce qu'elle appelait le « compte du foyer », un compte joint à nos 2 noms, parce qu'elle a dit « Ma chérie, tu travailles de nuit. Laisse-moi m'occuper des factures pour que rien ne soit en retard. » Chaque mois, mon virement automatique y était déposé. 2150 €, à peu près. Ces pilules, l'hypothèque, la facture de gaz, ces rendez-vous chez le coiffeur, tout nageait dans le même étang. Et j'étais la seule à le remplir. Je veux être clair, car je sais ce que cela peut paraître. Je n'étais pas endormi au volant. En novembre, en vérifiant le relevé, j'ai trouvé un virement de 9000 € du compte du foyer vers un certificat de dépôt, uniquement à son nom. Je lui ai posé la question le soir même, directement, à la table de la cuisine. Elle a fait glisser un dossier de reçu de pharmacie vers moi, comme une avocate présentant sa preuve finale, et a dit, « L'assurance maladie ne couvre pas tout. Et voudrais-tu que ton père manque de quelque chose ?» J'ai fait modifier mon virement automatique pour qu'il aille sur mon propre compte courant cette semaine-là. Mais les 2 ans d'argent déjà dans les temps, légalement, c'était un cadeau. 52 000 € de cadeau. Et un SUV gris d'agent immobilier avait commencé à se garer devant notre maison le mardi. J'avais aussi posé des questions sur le SUV. Un homme en gilet polaire a fait le tour de notre clôture,
prenant des photos avec son téléphone, et je suis sorti sur le porche et j'ai demandé à maman qui il était. Elle n'a pas scié. Une réévaluation pour l'assurance habitation, a-t-elle dit. Les tarifs sont criminels ces jours-ci. Il n'y avait pas de panneau dans le jardin. Il n'y aurait jamais de panneau dans le jardin. J'ai appris plus tard qu'elle l'avait vendu discrètement, par l'intermédiaire d'une amie agent immobilier de l'église, parce que les panneaux suscitent des questions, et ma mère n'a jamais, pas une seule fois dans sa vie, suscité une question. Alors maintenant, faites le calcul avec moi, debout sur ce porche le 22 décembre. Mon propre compte courant contenait 1140 €, parce que tout le reste avait nagé dans son étang. Ma Corolla avait commencé à avoir des problèmes de vitesse la semaine précédente, et le garage voulait 1900 € pour reconstruire une transmission sur une voiture qui en valait peut-être 1200. L'agence avait réduit mes gardes de décembre à presque rien. Le nombre de patients baisse pendant les fêtes. Les familles ramènent leurs proches à la maison pour Noël. Que Dieu les aime. Chaque complexe d'appartements de Millbrook demandait le premier mois, le dernier mois, une caution, et une preuve de revenu 3 fois supérieure au loyer. Et ma preuve de revenu ressemblait à celle d'une femme qui avait passé 2 ans à travailler à temps partiel pour les temps de sa mère. Le Starlight Motel sur la route 9 coûtait 79 € la nuit. Je me suis assise dans ma voiture mourante sur leur parking et j'ai rationné ma propre vie de la manière dont je dose la morphine. Assez, et pas une goutte de plus. 2 nuits, ai-je décidé. 2 nuits, pendant que je réglerais ça. Parce qu'il devait y avoir un moyen de régler ça. Cet après-midi-là, j'ai passé un appel que j'avais juré de ne jamais passer. J'ai appelé la police, contre ma propre famille. L'officier qui est venu au Starlight était assez jeune pour être mon ancien élève, et gentil, et inutile. Il a écouté, a hoché la tête, n'a rien écrit. Vous y vivez depuis 2 ans, madame. Alors vous êtes probablement une locataire, et une expulsion comme ça n'est pas légal. Mais c'est une affaire civile. Affaire civile. J'allais en venir à détester cette phrase, de la même manière que je déteste l'odeur d'une plaie. Il ne pouvait pas traîner ma mère en menottes pour avoir changé un verrou. Je devrais porter plainte, signifier un avis, attendre sur une liste d'attente qui ne se réveillerait pas avant bien après janvier. J'ai appelé l'aide juridique depuis le lit du motel et j'ai eu une messagerie vocale joyeuse. Fermé pour les fêtes. Réouverture le 2 janvier. Si c'est une urgence, composez le 911. J'ai failli rire. Quelle urgence, exactement? Mon amie Dana de l'agence m'a offert son canapé avant même que je termine ma phrase. Puis elle s'est souvenue à voix haute que ses beaux-parents y dormaient déjà, plus un matelas gonflable dans le couloir. Et sa voix est devenue petite, pleine d'une honte qui appartenait à ma mère, pas à elle. Et voici la partie que je veux que vous compreniez, parce que c'est la question que tout le monde pose. Non, je ne pouvais pas simplement y retourner et forcer l'entrée. C'est un délit de briser une serrure sur une porte pour laquelle vous n'êtes pas sur l'acte de propriété. Et plus que ça, mon père était derrière cette porte. La moitié de son corps ne lui répondait toujours pas. Si j'entrais par cette porte avec un serrurier et un flic, tout ce qui se passerait ensuite se passerait devant lui. J'avais passé 10 ans à calmer les pires journées des autres. Je n'allais pas infliger l'une des siennes à mon père. Alors, j'ai fait la chose qui m'étonne encore. J'ai attendu, poliment, comme une gentille fille, pendant que l'eau montait. Le départ du Starlight était à 11 h du matin, le 24 décembre, et je me tenais à la réception, tendant ma carte, pendant que le gérant s'excusait au mur derrière ma tête. Une canalisation avait éclaté dans l'aile et pendant la nuit. La moitié des chambres étaient fermées. Les autres étaient prises par des voyageurs de Noël bloqués. Et non, il ne pouvait pas me prolonger. Et oui, il était désolé. Le prochain motel était à 10 km sur l'autoroute. Ma transmission était complètement morte la veille, sur le parking du Starlight. La voiture avançait avec toute la conviction d'un caddie à roues bloquées. Et les bus de Millbrook s'arrêtent de circuler à 18 h la veille de Noël, en supposant qu'ils circulent tout court. J'aimerais vous dire que j'ai géré ça avec grâce. La plupart du temps, je suis resté assise dans ma voiture froide et morte, derrière les bureaux de l'agence, vêtue de 3 t-shirts, à faire des calculs dans un carnet à spirale. J'avais passé 10 ans à tracer le déclin des autres. Le mien a pris 4 jours, du début à la fin, et tenait sur une seule page. Je me suis lavé les cheveux dans l'évier du 1K, avec le savon rose du distributeur, et j'ai dit à la fille de l'accueil que j'avais fait du camping. Elle avait 19 ans.
Elle m'a cru, ou a eu la gentillesse de faire semblant. Ce qui, à ce stade, revenait à la même miséricorde. Vers 16 heures, la température a commencé à chuter, comme quelque chose qu'on aurait lâché, et la radio a annoncé un front arctique, des avis de refroidissement éolien, des températures négatives pendant la nuit. J'ai marché jusqu'à la station-service pour un café, comptant ma monnaie par habitude, et c'est là que j'ai vu l'affiche en papier, scotchée à l'intérieur de la fenêtre sombre de la salle paroissiale de Saint-Brigide. Écrite à la main au marqueur rouge, l'encre un peu de travers, centre de réchauffement. Ouvert ce soir. Tous sont les bienvenus. Tous sont les bienvenus. Même moi, apparemment. À 20 heures ce soir-là, il faisait moins 12 degrés Celsius, et le vent descendait Chestnut Street comme s'il avait une dent contre quelqu'un. 4 pâtés de maison, de la station-service à Saint-Brigide. Je le sais parce que je les ai comptés, de la manière dont on compte les contractions. Quelque chose à faire, qui n'est pas ressentir. Je suis resté de l'autre côté de la rue, devant la salle paroissiale, plus longtemps que je ne l'admettrai jamais à personne d'autre qu'à vous. Les fenêtres brillaient de cette lueur ambrée, cette lueur de sous-sol d'église, et à travers la vitre, je pouvais voir des tables pliantes, des urnes à café, une femme avec un bonnet de Père Noël empilant des couvertures. J'avais un travail. J'avais une licence en règle et un compte de retraite avec 4 000 € dedans, que toucher me coûterait une pénalité et qui ne serait pas disponible avant des semaines de toute façon. J'avais une famille à 3 kilomètres de là, avec une couronne sur leur nouveau verrou. Et je me tenais dans un froid glacial, à négocier avec une porte, parce que la franchir signifiait admettre ce que j'étais cette nuit-là. Il y a une fierté spécifique qui tue les femmes comme moi. Je l'avais vu chez les patients, ceux qui n'appuient pas sur le bouton d'appel, qui s'excusent de saigner sur les draps. J'ai entendu ma propre voix, la voix d'infirmière, dire à voix haute dans la rue vide, « Ma chérie, tu as froid, et le bâtiment est chaud, et c'est toute la situation. » Alors, j'ai traversé. La porte était plus lourde qu'elle n'en avait l'air. À l'intérieur, ça sentait le café, la laine mouillée et la cannelle d'un mijoteur. Et un homme avec un presse-papier m'a souri, sans une once de jugement, et m'a demandé un nom pour la feuille d'inscription. Le nom de ma famille. Je le lui ai donné, et ma voix ne s'est brisée qu'à la 2e syllabe. Ils m'ont donné le lit de camp numéro 14, contre le muret, sous un ange en papier de construction qu'un enfant de l'école du dimanche avait découpé un peu de travers. La salle paroissiale accueillait peut-être 30 d'entre nous cette nuit-là. Un vieil homme avec une toux que j'ai diagnostiquée comme une bronchite avant même d'avoir posé mon sac. Une jeune mère avec 2 enfants qui chantaient, Douce nuit, faux et magnifiquement. Un homme en manteau militaire qui dormait assis. Des bénévoles en pull à rennes se déplaçaient entre les tables avec du chocolat chaud. J'ai duré environ 20 minutes en tant qu'invité. Puis j'ai vu une bénévole agenouillée devant le talon d'une femme, tenant un pansement comme s'il pouvait exploser, et mon corps s'est simplement levé et y étalé. 10 ans d'habitude, portant mes jambes comme un manteau. J'ai pensé l'ampoule correctement, j'ai pris 2 tensions artérielles et j'ai convaincu l'homme qui toussait de promettre qu'il irait à la clinique gratuite le vendredi. Ça a aidé. Non pas eux, moi. Être utile est mon rythme cardiaque au repos. Et cette nuit-là, dans cette pièce, j'ai pu sentir pour la première fois la différence entre être utile parce qu'on est aimé, et être utile parce qu'on a peur de découvrir ce qui se passe quand on arrête. Je me suis rassise sur le lit numéro 14 avec cette pensée, quand une femme s'est installée sur le lit voisin avec 2 gobelets de chocolat chaud et m'en a tendu un, comme si nous nous connaissions depuis 30 ans. Des cheveux argentés en une longue tresse sur une épaule. Des lunettes de lecture sur une chaîne perlée. Des mains stables, des yeux vifs. J'aurais deviné une policière à la retraite, ou une répartitrice, ou la personne qui dirige la brocante de l'église comme une opération militaire. Elle a regardé les enfants chanter un moment. Puis elle m'a regardé, amicale et directe, et a posé la question qui a fait éclater ma vie. « Comment vous appelez-vous, ma chérie ?»« Théa, ai-je dit. Théa Bennett. » J'ai vu l'impact sur elle. Elle a posé son chocolat chaud sur le sol, lentement et délibérément. De la manière dont on pose quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de laisser tomber. Et ses 2 mains sont venues à sa bouche. Le hoquet est sorti d'elle comme s'il attendait dans sa poitrine depuis des années. Les ressorts du lit, la vapeur du chocolat, les enfants à leur 3e couplet. Tout a continué autour de nous, et elle me fixait juste, par-dessus ses doigts, les yeux se remplissant de larmes. J'ai fait la liste de contrôle mental que l'on fait, AVC, crise d'hypoglycémie, deuil. Elle a secoué la tête,
comme si elle pouvait m'entendre la parcourir. Bennett, a-t-elle dit. Votre grand-mère s'appelait Ruth? Ruth Bennett, de Sycamore Street? Ruth, avec les tomates? Et là, le froid est revenu en moi. Parce que ma grand-mère était morte depuis 20 ans, et personne ne parlait d'elle. Pas dans ma famille. Dans ma famille, grand-mère Ruth était un dossier clos, une femme difficile, une histoire dont la fin avait été poncée. J'ai dit oui. Ruth était ma grand-mère. La femme a tendu la main et a pris la mienne dans les siennes, et les siennes tremblaient. Et les miennes, ai-je remarqué cliniquement, étaient devenues très immobiles. Ma chérie, a-t-elle dit, je m'appelle Maggie Doyle. Je vous cherche depuis 20 ans. Petite pause ici, de moi à vous, qui écoutez dans votre voiture ou votre cuisine. Si vous avez déjà été celle que votre famille appelle en premier et remercie en dernier, dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez ce soir. Je les lis tous. Ça aide plus que vous ne le pensez de savoir que je n'étais pas la seule. Parce que ce que Maggie Doyle a dit ensuite, sur un lit de camp d'église la veille de Noël, est la raison pour laquelle vous entendez cette histoire. Elle a dit, votre grand-mère m'a engagé. Et elle vous a laissé quelque chose. Mais il y avait une condition. Et ma chérie, vous venez de la remplir. Je ne l'ai pas cru. Je veux que ce soit consigné. Parce que j'ai vu assez d'escrocs travailler assez de familles en deuil pour savoir comment ça sonne. Une inconnue dans un refuge connaît votre nom, sort un parent décédé, promet un héritage. Ce n'est pas un miracle. C'est un mardi dans l'escroquerie aux personnes âgées. Alors, j'ai posé des questions. Des questions d'infirmière, directes. Et Maggie Doyle a répondu à chacune, sans chercher une seule note. Elle connaissait mon deuxième prénom, June, d'après la mère de Ruth. Elle connaissait la cicatrice de brûlure sur le poignet gauche de grand-mère, la virgule pâle d'une grille de four en 1988. Parce que Ruth avait retroussé sa manche lors de leur première rencontre et avait dit qu'elle voulait que Maggie puisse identifier les gens de sa petite fille par leurs blessures. Cela ressemblait tellement à la grand-mère dont je me souvenais que ma gorge s'est nouée. Puis Maggie a sorti son téléphone, a fait défiler avec la lenteur terrible d'une femme à lunettes de lecture, et a tourné l'écran vers moi. Une photographie d'une photographie. Moi à 11 ans, un trou où une molaire avait été, debout devant les tuteurs de tomates de grand-mère Ruth, tenant une passoire comme un trophée. Je me souvenais de la passoire. Je me souvenais de tout cet après-midi, le dernier été où ils m'ont laissé monter là-bas. Maggie a dit qu'elle avait été détective privée à Columbus pendant 31 ans, qu'elle avait pris sa retraite à 62 ans, et qu'à l'hiver 2005, une petite femme au dos droit était entrée dans son bureau, avait posé un dossier sur son bureau et avait dit qu'elle avait besoin de quelqu'un de patient. Pas rapide, patient. Ruth Bennett, a dit Maggie, était la cliente la plus organisée que j'ai jamais eue. Et je faisais des recherches de personnes pour les banques. Le refuge baissait ses lumières. Des bénévoles guidaient les enfants vers les lits. 20 ans, ai-je dit. Personne ne cherche quelqu'un pendant 20 ans. Maggie a souri, d'environ la moitié de sa bouche. Vous n'étiez pas perdue, ma chérie. Ce n'a jamais été le travail. Je ne cherchais pas où vous étiez, a dit Maggie. J'ai toujours su où vous étiez. Même ville, même travail, même adresse. Que Dieu vous aide. Je cherchais le jour où vous auriez besoin de moi. Et j'ai passé 20 ans à espérer qu'il n'arrive jamais. Elle a dit que Ruth lui avait versé une provision et avait laissé des instructions qui se lisaient moins comme un dossier d'affaires et plus comme une prévision météorologique. Surveillez ma petite fille. Une fois par an suffit. Vous saurez quand le jour viendra. Et quand je lui ai demandé, lors de cette première rencontre, comment elle le saurait, Maggie s'est arrêtée là et a regardé l'ange en papier de construction au-dessus de mon lit pendant une seconde. Votre grand-mère a dit, le jour ressemblera à ça. Mon fils et sa femme en auront fini avec elle. Elle se tiendra devant leur porte, sans rien d'eux dans les mains. Ce sera probablement en hiver. Je suis restée assise, le chocolat chaud refroidissant dans ma main. Tout en moi qui était encore une fille s'est empressé de formuler une objection. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, me suis-je entendu dire. Ces 2 dernières années ont été difficiles. L'AVC de papa, les factures. Vous ne comprenez pas la pression sous laquelle ma mère se trouve. Maggie a hoché la tête, avec un visage qui avait déjà entendu des témoignages. Ruth les défendait avec exactement la même voix, a-t-elle dit, mot pour mot. Ça la fatiguait tellement qu'elle devait s'asseoir.
Et puis elle a dit la phrase que je porte tous les jours depuis. La phrase que je traverserai la rue pour empêcher une autre femme d'avoir à entendre. Elle s'est penchée en avant, a de nouveau pris mes deux mains, et l'a dit doucement, de la manière dont on livre un diagnostic. Ma chérie. Elle savait qu'il vous ferait ça. C'est pourquoi je suis là. Les enfants ont fini leur chant. Tout le monde a applaudi. Je suis restée assise sur le lit numéro 14, dans un centre de réchauffement, et j'ai laissé 20 ans se réorganiser silencieusement. Le matin de Noël, le refuge a servi des pancakes et nous a renvoyés dans un monde qui n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Maggie m'a emmené au seul restaurant ouvert de Millbrook, nous a commandé à toutes les deux le menu numéro 2, et a sorti un paquet de son sac, comme si c'était un animal endormi. Des enveloppes, une brique d'enveloppe, liée avec de la ficelle de jardin. 74 enveloppes. Toutes adressées de la main droite et scolaire de ma grand-mère à Mademoiselle Thea Bennett, Linden Court, Millbrook, Ohio. Les timbres témoignaient de 3 ans d'augmentation des tarifs postaux, de mes 11 à mes 14 ans, presque une par mois pendant 3 ans. Et sur le recto de chacune, à l'encre, d'une écriture que je connaissais mieux que la mienne, le même verdict, retour à l'expéditeur. L'écriture de ma mère, cette écriture penchée et régulière, qui signait mes bulletins et mes cartes d'anniversaire. 74 fois, renvoyant l'amour d'une vieille femme comme un colis qui ne passait pas par la fente. Je les ai étalés sur la table du restaurant, en rangée, pendant que mes œufs refroidissaient. Dans ma famille, l'histoire de grand-mère Ruth tenait en exactement 3 phrases, récitées chaque fois qu'un enfant posait des questions, et conçues pour mettre fin aux questions. Elle est devenue difficile après la mort de grand-père. Elle était confuse. Elle s'est éloignée de la famille, et ça a brisé le cœur de ton père. Personne ne s'éloigne à raison de 2 lettres par mois pendant 3 ans. Personne de confus ne paie 20 ans d'impôts fonciers. Mais cette partie-là, je ne la connaissais pas encore. Ce que je savais, dans une banquette en vinyle un matin de Noël, c'est que la femme dont on m'avait dit qu'elle avait oublié m'avait écrit 74 fois, alors que j'étais à 5 kilomètres de là, à me faire dire qu'elle ne voulait pas me voir. La dernière enveloppe de la pile était postée en mars. Maggie a dit que Ruth était morte la même semaine, un jeudi. J'ai posé la question évidente, la question en colère. Si grand-mère m'a laissé quelque chose, pourquoi diable a-t-elle fait en sorte que je perde tout d'abord pour l'obtenir? Quel genre d'amour met une telle condition sur lui-même? Maggie a remué son café un moment. Puis elle l'a récité, et j'ai pu entendre qu'elle se l'était récité pendant 20 ans, car il est sorti avec les bords usés d'une prière. Pas tant qu'elle vit sous leur toit. Le jour où elle se tiendra devant leur porte, sans rien d'eux dans les mains. Donne-le lui alors. Avant ce jour, il le prendrait, et elle les laisserait faire. J'ai ouvert la bouche pour argumenter avec une femme morte, puis je l'ai refermée. Parce que j'ai fait l'expérience, honnêtement, comme on est censé le faire. Disons que j'ai 25 ans. Disons qu'un avocat appelle, que ma grand-mère m'a laissé une propriété et de l'argent. Que fait la Théa de 25 ans? Je connaissais la réponse avant de finir la question, et vous aussi. Il y a une réunion de famille à la table de la cuisine. Il y a ma mère qui dit que ce serait égoïste de garder une manne financière alors que le toit a besoin de travaux et que le cholestérol de ton père est ce qu'il est. Il y a la phrase « argent de la famille », produite comme un terme juridique. Et il y a moi, gentille fille, la forte, la petite infirmière, hochant la tête, signant, le versant dans les temps avec tout ce que j'ai jamais gagné, et me sentant vertueuse pendant environ un mois. Ma grand-mère n'avait pas mis de condition à son amour. Elle avait écrit une ordonnance. Et comme toutes les bonnes, elle était laide, et elle était exacte. Ne pas administrer avant que le patient puisse le garder. Maggie m'a regardé faire tout ce cheminement, et n'a pas dit un mot. Puis elle a payé l'addition et a passé un appel téléphonique, un matin de Noël, à un homme nommé Alan Pierce. Alan Pierce s'est avéré être un avocat semi-retraité avec un petit bureau au-dessus de la banque, un cardigan couleur thé faible, et l'élocution posée d'un homme qui a survécu à tous ceux qui l'ont jamais pressé. Il nous a reçus le matin du 26 décembre. Mademoiselle Bennett, a-t-il dit en me serrant la main une fois, formellement. Je garde un tiroir fermé à clé depuis 20 ans, et j'aimerais prendre ma retraite. Asseyez-vous. Ce qu'il a sorti du tiroir était plus mince que ce à quoi je m'attendais. Une fiducie. La fiducie Ruth Bennett, datée de 2005. À l'intérieur, un chalet au bord du lac Arland, à 40 minutes au nord, que ma grand-mère avait acheté en 1974 avec l'argent de sa défunte sœur,
et titré si discrètement que son propre fils n'a jamais su qu'il existait. Et un conte. Ruth avait vendu sa maison de Sycamore elle-même à 73 ans, avant que quiconque ne puisse l'aider à le faire. Elle a mis 85 000 € du produit de la vente dans la fiducie et a donné pour instruction au cabinet de payer les impôts et l'assurance du chalet avec, aussi longtemps que l'argent durerait. 20 ans d'impôts, d'assurance et un voisin payé pour empêcher les tuyaux de geler l'avaient réduit à 23 600 €. Pas une fortune, a dit Pierce, me regardant par-dessus ses lunettes. Elle a été très claire sur le fait que ce n'était pas censé être une fortune. Elle a dit que les fortunes impliquent les familles. Puis il a fait glisser une petite enveloppe sur le bureau. Mon nom dessus, de cette main droite. À l'intérieur, une seule clé en laiton, enfilée sur une boucle de ficelle de cuisine douce à carreaux rouges. Mon souffle s'est bloqué. Je connaissais cette ficelle. C'était la ficelle de ces rideaux de cuisine, ceux avec les cerises dessus. Je tressais les embrasses pendant qu'elle étalait la pâte à tarte. Pierce s'est raclé la gorge. Elle a dit que vous reconnaîtriez la ficelle. Elle a dit que cela remplacerait un discours. Maggie m'a conduite là-haut cet après-midi-là dans sa Buick. 40 minutes vers le nord, sur des routes qui devenaient plus calmes et plus larges, jusqu'à ce que le lac Harland s'ouvre sur la gauche, comme une respiration retenue, gelée d'une rive à l'autre. Le chalet était en retrait de l'eau, derrière deux érables nus. Petite maison en planches de bois blanches, grisonnante au coin, une porte verte. La clé en laiton a tourné comme si la serrure avait attendu. À l'intérieur, le froid avait cette qualité propre et immobile d'une pièce où personne n'a menti. 20 ans de poussière reposaient, fine comme de la farine. Le voisin avait entretenu les tuyaux et le toit, pas les étagères. Sa courte pointe était pliée sur le fauteuil à bascule. Sa boîte à recettes se tenait sur le comptoir, celle en étain avec le coq. Et la fenêtre au-dessus de l'évier donnait sur le lac, de la manière dont une personne regarde quelque chose qu'elle a choisi. Et sur la table de la cuisine, bien au milieu, une enveloppe. Pour ma fille, quand ils en auront fini avec elle. Je me suis assise, dans mon manteau, et j'ai lu la lettre de ma grand-mère, à la lumière d'un après-midi de décembre. Elle m'a raconté ce qui s'était passé, sans une once d'apitoiement, de cette main qui n'a jamais faibli. Comment, après la mort de grand-père, mes parents ont commencé à la gérer. Les clés de la voiture d'abord, puis le chéquier, puis les visites chez le médecin. On n'a cessé de lui dire, au profit de l'aider. Comment le mot qu'ils utilisaient était « aide », et comment l'arithmétique en dessous était sa maison. Comment elle l'a vendue, sous leur nez, à 73 ans. Et comment la facture pour cela est arrivée, dans la seule monnaie qui pouvait vraiment la blesser, moi. Ils ont cessé de m'amener. Ils lui ont dit que je déstabilisais les enfants. Ils m'ont dit qu'elle nous avait oubliés. Elle a écrit jusqu'à la toute fin, de toute façon. Et vers le bas de la dernière page, en lettres légèrement plus grandes, pressées un peu plus fort, elle m'a laissé la phrase que j'ai l'intention d'enterrer avec moi. Je sais que tu n'as jamais été la dette, Théa. Tu étais la fille. Je suis resté. Bien sûr, je suis resté. C'était à moi, bien qu'il ait fallu une semaine à mon corps pour le croire. Et je me surprenais à marcher sur la pointe des pieds, comme une invitée. Cette semaine creuse entre Noël et le Nouvel An, j'ai lu les 74 lettres, dans l'ordre, dans le fauteuil à bascule, sous sa courte pointe, avec le lac qui craquait et grondait dehors, comme le fait la glace. Les lire, c'était comme retrouver ma propre enfance, les parties censurées levées. Chaque été après mes 11 ans, nous étions soudain, trop occupés, pour le lac. Maintenant, je savais pourquoi les invitations ne m'étaient jamais parvenues. Les post-scriptum demandaient des nouvelles de mes contrôles d'orthographe. Elle connaissait les noms de mes professeurs. Elle savait des choses que ma mère avait dû mentionner au téléphone, dans les années avant que la porte ne se ferme. Et elle les accumulait, de la manière dont on accumule les détails d'une personne que l'on n'est pas autorisé à voir. Et une lettre, du milieu de la pile, m'a laissé glacer. Parce qu'elle ne parlait pas du tout d'elle. Elle disait, ils ont commencé à t'appeler notre petite infirmière, et tout le monde rit. Et moi, je ne ris pas, Théa. Tu avais 11 ans. On t'avait assigné la distribution des pilules familiales, de la même manière que d'autres enfants sont assignés au lave-vaisselle. Elle a vu la description de poste de toute ma vie en train d'être rédigée, alors que c'était encore mignon. Je suis resté avec celle-là un long moment. En janvier, je suis devenu pragmatique, car le pragmatisme est ma langue maternelle.
J'ai acheté la vieille Civic du petit-fils de Maggie pour 1200 €. Je me suis transféré à l'agence du comté du Lac, j'ai appris quelle latte de plancher grinçait. Je n'ai dit à personne de ma famille où j'étais. Non pas par stratégie. Je voulais juste un endroit sur terre sans arithmétique. Dans une ville de la taille de Millbrook, j'ai eu exactement 9 jours. Ce sont les verrous qui l'ont fait, ce qui, même moi je peux l'admettre, est drôle. J'en ai acheté 2 à la quincaillerie près du lac. Et la femme qui me les a vendus chante alto à côté de l'amie de ma mère, Sharon, à l'église. Et le mardi suivant, le téléphone arabe de Millbrook avait traité, recoupé et livré sa conclusion, Théa Bennett vit dans l'ancienne maison de Ruth au lac Arland. Saviez-vous même que Ruth avait une maison? Le 3 janvier, mon téléphone s'est allumé avec « Maman » et je suis resté à la fenêtre de la cuisine, le regardant sonner 3 fois avant de répondre. La voix qui est sortie était une que je n'avais pas entendue depuis des années. Chaude, beurre fondu, chaude. Ma chérie, a-t-elle dit. Noël a complètement dérapé. Tout le monde était sous une pression énorme. Tu sais à quel point la santé de ton père nous a tous mis à rude épreuve. Rentre à la maison, ma chérie. Nous sommes une famille. J'ai regardé le lac pendant qu'elle parlait. Il y a un exercice de traduction que je fais maintenant. Automatique, comme prendre un pouls. J'écoute ma mère et je note où le grand livre perce à travers le rembourrage. Ça a pris 90 secondes. Parce qu'après, rentre à la maison, et, tu nous manques, et, c'est tout un malentendu, sa voix a fait un petit changement, d'affaire, celui qu'elle fait lorsque les politesses ont été payées. Et elle a dit, et quand tu seras à la maison, nous pourrons nous asseoir et parler de la maison du lac, en famille. La voilà. Je lui ai posé une seule question. Silencieuse, sans tranchant, une question thermomètre. Maman, au nom de qui était l'acte de propriété de la maison que vous venez de vendre? La ligne est devenue si silencieuse que je pouvais entendre l'horloge de sa cuisine. Puis elle a dit, on en reparlera bientôt, je t'aime, et a raccroché. Elle n'avait pas demandé où j'avais dormi la veille de Noël. Cela n'était sincèrement pas venu sur le tapis. Ma cousine, Jess, a 26 ans, c'est la fille de ma tante Patty, et le seul membre de ma famille qui m'envoie des textos comme une personne, et non comme une citation à comparaître. Elle a appelé cette semaine-là et m'a donné l'image que personne d'autre ne me donnerait. La maison de Linden Court ne s'était pas vendue à cause du marché. Elle s'était vendue à cause des calculs. 2 ans de franchise pour la rééducation de papa, un prêt sur valeur domiciliaire que je n'ai jamais su exister, des cartes de crédit, des arriérés d'impôts. Ils avaient vendu à un mauvais prix pour conclure vite, et après les dettes, il ne restait pas grand-chose. Ils louaient un 3 pièces près de l'autoroute. Tante Carole raconte à tout le monde que tu as hérité de l'argent de grand-mère Ruth, a dit Jess, en s'excusant, comme si elle me tendait quelque chose avec un côté tranchant. Personne ne savait même qu'il y avait de l'argent. Maman est au téléphone à ce sujet depuis des jours. C'était donc ça, la machine. Et je l'ai enfin vue dans son ensemble. Je n'avais pas été mise à la porte par un accès de cruauté. J'avais été liquidé, calmement, comme la maison. Un actif qui avait cessé de produire, rayé des livres avant le déménagement. C'était, d'une certaine manière, pire, et plus facile à savoir. On ne peut pas haïr une feuille de calcul. Tard ce même soir, mon téléphone a de nouveau sonné, et l'écran affichait « Papa ». Et mon cœur a fait quelque chose de compliqué. Parce que mon père n'avait pas composé un numéro de téléphone de manière indépendante depuis son AVC. J'ai décroché et j'ai d'abord entendu la longue respiration laborieuse, puis sa voix, traînant son côté gauche, chaque mot arraché seul. « Ta grand-mère » a-t-il dit. Longue pause. Faisait de bonnes tartes. Ce fut tout. Quelque part derrière lui, une télévision murmurait. Puis il a raccroché, ou le téléphone a glissé. Je ne saurais jamais lequel. Je suis resté dans sa cuisine, tenant la boîte à recettes du coq comme si c'était sa main. 2 jours plus tard, une enveloppe est arrivée de ma mère. Papier épais. Une invitation à dîner. La carte disait « Dîner de famille du Nouvel An. Chez tante Patty. Samedi à 18 h. S'il te plaît, viens. Nous voulons tous prendre un nouveau départ. » L'écriture de ma mère. Cette même écriture penchée que je connaissais maintenant de 74 enveloppes. Maggie est venue pour le café et l'a lu sur la table, sans la toucher. De la manière dont on regarde un piège à souris.
Tu sais que c'est une réunion, a-t-elle dit. Ils auront un ordre du jour, et tu en seras le seul point. Je le savais. J'aimerais vous dire que j'y suis allé pour les affronter, blindé et terminé. Mais c'est un compte rendu honnête. Alors voici la vérité. J'y suis allé parce qu'une partie enfantine et ancienne de moi a entendu « Nous voulons tous que tu sois là » et s'est redressé, comme un chien à l'ouverture d'une boîte de conserve. Parce que ça pourrait être vrai. Parce que vouloir que votre famille vous veuille n'est pas un défaut de caractère, quel qu'en soit le coup. Et je l'avais voulu pendant 34 ans, et je ne savais pas comment m'arrêter en 2 semaines. Mais j'avais changé, d'une manière mesurable. Et je pouvais le sentir en me préparant. Je n'apportais rien qu'il puisse déposer. Pas de chéquier, pas de paperasse, pas de décision. J'ai fait une tarte à la place. Sa pâte, de la boîte du coq. Celle aux cerises, avec le treillis. Je me suis entraîné 2 fois d'abord. Et si vous pensez qu'une tarte n'est rien, vous n'avez jamais appris ce que ma grand-mère pouvait dire avec une seule. J'ai conduit les 40 minutes vers le sud, la tarte tiède sur le siège passager, et mon cœur faisant le passage de relais tout le long du trajet. La lumière du Porsche de tante Patty était allumée. À travers la fenêtre, je pouvais les voir tous, déjà assis dans le salon, les manteaux enlevés, attendant. Personne ne riait. Cela ressemblait exactement à une déposition. Ils ont été charmants pendant 20 minutes. Je veux leur accorder ça. Parce que cela rend ce qui s'est passé à la minute 21 plus facile à croire, pas plus difficile. Patty m'a serré dans ses bras à la porte et sentait le même parfum que chaque Noël de mon enfance. Ma mère a dit que la tarte était magnifique. Mon père était assis au bout du canapé, son déambulateur garé à côté de lui. Et quand j'ai embrassé sa joue, sa bonne main a trouvé mon poignet et l'a pressé 2 fois, comme un code. Puis les assiettes ont été débarrassées, et ma mère a posé son café avec un clic qui a appelé la pièce à l'ordre. Et l'ordre du jour a commencé. Elle avait imprimé des pages. De vraies pages, de l'ami agent immobilier de l'église. Une analyse de marché pour une propriété au bord d'un lac, le lac Arland, avec un prix de vente suggéré surligné en jaune. Ils avaient fait estimer la maison de ma grand-mère avant de me demander de passer le pain. Ton père a besoin de soins, Théa, a-t-elle dit de sa voix raisonnable. Celle qui arrive pré-insultée, pour quand vous n'êtes pas d'accord avec elle. De vrais soins. Plus que ce que je peux faire avec mon dos. Cette maison est là, inutilisée. Ruth était de la famille. Elle aurait voulu qu'elle serve à prendre soin de la famille. On la vend. On installe ton père correctement, et tout redevient normal. Autour de la pièce, les têtes hochaient en ma direction. Patty, le mari de Patty, un cousin que je n'avais pas vu depuis des funérailles. J'ai regardé ma mère et j'ai demandé ce que « normal » signifiait exactement. Et elle a souri, comme si j'avais enfin posé une question intelligente. Tu rentres à la maison, ma chérie. On prend un logement avec de la place pour toi. Tu es d'avec papa. Tu es l'infirmière. Dans cette famille, l'amour se mérite, Théa. Ton père a mérité le tien le jour de ta naissance. Voilà. Toute la religion en 2 phrases, avec un surlignage jaune. J'ai posé ma fourchette. Je me souviens du son qu'elle a fait, ce petit tintement, parce que la pièce était si silencieuse, attendant que la forte dise « bien sûr ». Et je me suis entendu parler, de la voix que j'utilise à 3 heures du matin quand une famille veut une sonde d'alimentation qui ne fera que prolonger l'agonie. Neutre, gentil et complètement inflexible. J'ai dit non. J'ai dit que je ne vendrais pas la maison de ma grand-mère, ni ce soir, ni jamais. Et puis, parce que j'avais passé 2 semaines à me préparer pour cette table, même si je ne l'avais pas admis, j'ai exposé ce que je ferais à la place. J'avais déjà rassemblé tous les comptes rendus de sortie et les listes de médicaments que j'avais gardés pour papa, pendant 2 ans de renouvellement. J'ai nommé le programme de dérogation Medicaid et les 3 établissements du comté qui valaient la peine d'être visités. Et celui avec l'unité spécialisée dans les AVC, Fernwood, où je connaissais les infirmières en chef par leur nom. J'ai dit que je serais sa coordinatrice de soins moi-même, gratuitement, pour toujours. Chaque rendez-vous, chaque révision de médicaments, chaque réunion de famille. Mon numéro en premier sur chaque dossier. Je donnerai à papa mes mains et ma tête, ai-je dit. La maison reste à grand-mère. On aurait dit que j'avais retourné la table. Patty s'est carrément levée. Après tout ce que ta mère a sacrifié.
Et ma mère est devenue blanche, puis les yeux humides, en un seul mouvement pratiqué, et le cousin a étudié son café comme une écriture sainte. Seul mon père n'a pas bougé. J'ai pris mon manteau. Merci pour le dîner, Patty. Et j'ai laissé la tarte. Laissez-moi vous dire ceci directement, avant même que la porte ne se referme derrière moi. Si vous avez déjà dit non à votre famille, à voix haute, une fois, une seule phrase, alors vous connaissez le son que fait une pièce comme celle-là. Commentez, la pièce s'est tue, si vous l'avez entendue, et abonnez-vous. Car ce que ma mère a fait avec ce nom est la raison pour laquelle cette histoire a un troisième acte. L'histoire s'est répandue dans la famille dès le lundi, et c'était une bonne histoire, si vous ne me connaissiez pas. Théa a reçu de l'argent secret de la vieille Ruth folle et a tourné le dos à son père mourant. Théa a choisi la maison au bord du lac d'une femme morte plutôt que l'homme qui l'a élevée. 2 de mes tantes ont discrètement disparu de ma vie. Pas d'annonce, juste des textos qui se sont arrêtés au milieu d'une conversation, comme une route emportée par les eaux. Le réseau des plats préparés de l'église m'a fait passer de personne à exemple à ne pas suivre en moins d'une semaine. Et j'aimerais vous dire que ça m'a glissé dessus, mais c'est moi qui raconte cette histoire. Alors, chaque coup a porté. Puis Jess a appelé, tard, faisant son lot de culpabilité à propos de sa mère. Et au milieu de ses excuses, elle m'a donné la page manquante de toute ma vie. Tu sais que tante Carole l'a fait aussi, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Le truc du chèque de paie. J'ai demandé quel truc de chèque de paie, et Jess m'a raconté ce que Patty lui avait dit une fois, un peu éméché à Thanksgiving. Que ma mère, à 19 ans, travaillait à la chaîne à l'usine d'Irin et remettait l'enveloppe à son père tous les vendredis, scellée. Qu'elle avait été acceptée dans une école d'infirmière à Akron. Infirmière, de toutes les choses sur cette terre. Et que son père a dit, une famille n'est pas une pension de famille que l'on quitte quand ça nous arrange. Et elle est restée. Elle a rencontré mon père à cette usine. Elle n'a plus jamais mentionné Akron. Je suis restée assise, le téléphone chaud contre mon oreille, et j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'avais pas de place, de la pitié, avec de la rage encore humide en dessous. Ma mère n'est pas née en tenant un grand livre. Quelqu'un le lui a tendu à 19 ans, à une table de cuisine, tout comme la nôtre. Et personne ne lui a jamais dit qu'elle avait le droit de le poser. Le comprendre n'a rien changé à mes serrures. Ça a tout changé à ma visée. Voici la partie de ce genre d'histoire que personne ne vous raconte, la partie entre les dîners dramatiques. La vie ordinaire qui s'écoule, pendant que votre système nerveux renégocie tout son contrat. J'ai réparé la marche du Porsche. J'ai pris des gardes à l'agence du lac, des bonnes, et je suis rentré dans une maison qui ne me demandait rien. Maggie venait le dimanche avec des beignets et faisait les mots croisés à voix haute dans le fauteuil à bascule, comme si elle avait été fournie avec la propriété. Le jour, j'étais honnêtement heureuse. C'était à 3 heures du matin que ça mordait. Je me réveillais, le cœur battant, et mon cerveau déjà à 6 lignes de l'ancienne arithmétique. Si je vendais, si je signais, si je retournais simplement prendre le canapé et les gardes de nuit, la voix de maman redeviendrait chaude d'ici Pâques. Je veux que vous entendiez ce que l'on ressent de l'intérieur. Parce que de l'extérieur, cela ressemble à de la faiblesse, et ce n'en est pas. Cela ressemblait à une envie. Être nécessaire avait été mon travail, mon rang, mon visage dans cette famille pendant 34 ans. Et y renoncer ressemblait moins à une libération qu'à un sevrage. Je restais allongé dans la maison de ma grand-mère à 3 heures du matin, regrettant ma captivité comme une dent perdue, passant la langue sur le trou. Les pires de ces nuits, je faisais la seule chose qui aidait. J'écrivais à mon père. Juste à lui. Une courte lettre, en gros caractères pour son bon œil. Les 3 établissements, ce que chacun coûtait, ce que Medicaid couvrait, mon nouveau numéro, et à la fin, papa, je ne suis pas parti. J'ai juste fini d'être le budget. Je t'aime, Théa. Je l'ai posté au condo un mardi. 2 semaines plus tard, une enveloppe est revenue dans ma boîte aux lettres au lac. C'était ma propre enveloppe, ma propre écriture sur le devant. Le nom de papa, l'adresse du condo, et en travers, de cette écriture régulière et penchée, le même vieux verdict, retour à l'expéditeur. Je me suis tenu près de la boîte aux lettres, un après-midi gris de février, avec le lac qui grondait derrière moi, et j'ai compris que je tenais la lettre numéro 75. Même main, même mot, même travail que la main faisait, se tenir entre une bénette et quelqu'un qui l'aimait gratuitement. Ma mère avait fait à ma lettre à mon père, en l'an de grâce cette année, précisément ce qu'elle avait fait à 74 lettres de ma grand-mère.
La voix de Maggie m'est revenue, portée par le vent, comme un diagnostic confirmé par un deuxième laboratoire. Elle savait qu'il vous ferait ça. Il n'y avait plus de larmes dans le compte pour ma mère. Ce puits avait été tari depuis des années. Je suis rentré en voiture et j'ai remarqué le mot, parce que c'est ce que je faisais. Chez moi, signifiait maintenant le lac. Et j'ai dénoué la ficelle de jardin, et j'ai posé mon enveloppe sur le dessus de la pile. Et la pile l'a accepté parfaitement. Et quelque chose dans ce clic d'achèvement a été la chose la plus froide que j'ai ressentie de tout l'hiver. J'ai fait du thé. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule avec la courte pointe pendant que le vent faisait travailler les volets, et j'ai pensé, alors, c'est fini. Voilà toute la forme que ça prend maintenant. Plus rien ne peut me surprendre. C'était un vendredi soir, la première semaine de février. À 23h, le téléphone a sonné, c'était Jess, et elle pleurait avant même d'avoir fini de dire mon nom. C'est oncle Ray, a-t-elle dit. Un autre AVC, un gros. Ils l'ont emmené à l'hôpital général du comté, TA. Tante Carole dit au médecin que sa fille est infirmière et qu'elle vient le ramener à la maison. J'ai conduit les 40 minutes vers le sud, les routes noires et scintillantes. Et j'ai utilisé chaque kilomètre pour décider qui allait entrer dans cet hôpital. Parce que 2 femmes pouvaient faire ce trajet. L'une était là, petite infirmière, là, forte, arrivant pour être dépensée. L'autre était quelqu'un que je construisais depuis 6 semaines, dans une maison au bord d'un lac. Je me suis garé, et je suis entré à l'hôpital général, à la fois sa fille et une professionnelle. Et que Dieu aide quiconque essaierait de confondre les deux. L'étage de neurologie à minuit est un son que je connais comme mon propre pouls. Moniteur, chaussures souples, machine à glace. Mon père avait l'air petit dans le lit, plus petit que l'AVC d'il y a 2 ans ne l'avait rendu. Un côté de son visage, endormi pour de bon cette fois. La parole était presque partie, ont-ils dit. La compréhension probablement meilleure que l'expression. Sa main gauche, la bonne, pouvait encore serrer. Je me suis tenu au pied du lit et j'ai lu son dossier, de la manière dont d'autres prient. Et puis j'ai posé 3 questions aux résidents, étude de la déglutition, fenêtre d'anticoagulation, ce qu'ils envisageaient pour la sortie. Et j'ai regardé le jeune homme recalibré à qui il parlait. À travers la vitre de la salle familiale, je pouvais voir ma mère m'observer. Non pas avec soulagement. J'ai été à côté de beaucoup d'épouses, à beaucoup de chevets, et je sais à quoi ressemble la peur pour un mari à 2 heures du matin. Et je veux être juste. Une partie de cela était aussi sur son visage. Mais par-dessus, se déplaçant comme une main sur une colonne de chiffres, il y avait le regard que j'avais enfin appris à traduire. Elle comptait. L'infirmière était venue. L'actif était de nouveau à portée. Avant de partir, l'assistante sociale m'a touché le coude. Réunion de planification de la sortie, lundi matin. La famille a demandé que vous y assistiez. J'ai dit que j'y serais. Ma mère m'avait demandé. Bien sûr qu'elle l'avait fait. La salle de réunion au 3e étage avait une table en formica, 8 chaises, une boîte de mouchoirs et un purificateur d'air qui bourdonnait d'une seule note plate tout le temps, comme le bâtiment retenant sa respiration. Présent, l'assistante sociale, un planificateur de sortie avec un ordinateur portable, tante Patty, ma mère et moi. Le tableau clinique a été présenté en premier, doucement. Papa ne sortirait pas de celui-ci en marchant. Il avait besoin de soins infirmiers qualifiés, de soins 24h24, de services de thérapie, d'un programme de réadaptation post-AVC. Ou d'une installation à domicile qui revenait au même, lit d'hôpital, lève-personne et un soignant qualifié, essentiellement à plein temps. La pièce a absorbé cela. Puis ma mère a joint ses mains sur le formica, et je l'ai regardé arranger son visage dans son réglage, raisonnable, et elle a présenté ce qu'elle appelait le plan de la famille. Ma fille est infirmière, a-t-elle dit chaleureusement à l'assistante sociale, me désignant comme si elle dévoilait une solution. Une excellente. 10 ans d'expérience avec exactement ça. Et elle a toute une maison vide au bord du lac Arland. La maison de Ruth, la maison de sa propre mère. De la place pour l'équipement, une vue sur l'eau, la paix et la tranquillité. Il sera avec sa famille, ce qui, tout le monde le sait, est mieux que n'importe quel établissement. Le planificateur de sortie a commencé à taper. L'assistante sociale m'a regardé, et ma mère s'est tournée vers moi aussi, devant tout le monde, et a dit la phrase qu'elle disait, sous une forme ou une autre,
depuis que j'avais 11 ans et que je comptais des pilules dans une soucoupe pendant que les adultes appelaient ça « adorable ». Elle l'a dit avec gentillesse. C'est le détail que je veux que vous gardiez. Elle l'a dit avec amour. Le seul amour qu'elle avait. Celui avec un sol dû. Tu es l'infirmière, Théa. C'est à ça que tu sers. Le purificateur d'air bourdonnait. Patty a hoché la tête. 20 ans se tenaient silencieusement derrière ma chaise. Un lit de camp, une clé en laiton, 75 enveloppes, attendant d'entendre ce que j'allais dire. Je me suis d'abord tourné vers l'assistante sociale, car le système dans la pièce méritait une réponse claire avant que la famille n'ait son discours. J'ai dit, je ne consens pas à être le plan de sortie. Je l'ai dit en langage clinique, car le langage clinique est porteur. Une seule infirmière auxiliaire travaillant par quart ne peut pas fournir en toute sécurité des soins post-AVC 24h24 seule dans une maison privée. Cet arrangement nuit d'abord aux patients, puis aux soignants. J'ai été appelé dans des maisons où une famille a essayé, et j'ai vu comment ça se passe. 2 fois. Le patient se blesse, et le soignant est un diagnostic en attente d'un lit. Le planificateur de sortie a arrêté de taper. Puis je me suis tourné vers ma mère, et je lui ai donné le reste, de la voix la plus plate et la plus douce que je possède. J'ai dit que j'avais visité 3 établissements en janvier. Elle a cligné des yeux. Janvier, c'était avant tout ça. Parce que j'avais lu les dossiers du premier AVC de papa et fait l'arithmétique. Elle me l'avait appris. J'ai dit que Fernwood a une unité spécialisée dans les AVC et un lit qui se libère. Que sa demande de Medicaid était rédigée depuis des semaines et se trouvait dans un dossier dans ma voiture. Que je serais sa référente de soins sur chaque dossier, le premier appel, chaque conférence de soins, chaque révision de médicaments, chaque mardi, pour toujours, gratuitement. Tu auras mes mains et ma tête pour le reste de sa vie, ai-je dit. Ce que tu n'auras pas, c'est la maison, le compte, ou moi. Plus maintenant. Sa voix a commencé à monter. Après tout, égoïste, ton propre père. Et plus je vieillis, plus je comprends que crier n'est qu'un grand livre lu à voix haute. J'ai attendu que ça passe, comme on attend que le temps passe. Puis j'ai dit la dernière partie, la partie que j'avais mise 34 ans à rédiger. Tu m'as appris que l'amour se mérite dans cette famille, maman. Tu me l'as appris toute ma vie. J'ai fini de mériter. Je vais l'aimer gratuitement, depuis ma propre porte d'entrée. Et tu n'as jamais vu à quoi ça ressemble. Regarde-moi. Elle s'est levée, lentement. Ma mère fait tout au métronome, même ses ruptures. Elle a ramassé son manteau, son sac à main et ses pages imprimées avec le surlignage jaune que personne n'avait regardé. Et elle s'est redressée à la tête de la table en formica, en la femme qui a dirigé chaque pièce où elle est entrée. Et elle a prononcé la sentence vers laquelle toute la religion avait construit, depuis avant ma naissance. Alors, tu n'as pas de famille. Une courte phrase, mesurée, finale, presque calme. Et Patty se levait déjà pour la suivre, me foudroyant déjà du regard au nom de sa sœur, et les deux sont sortis en file indienne, comme un petit enterrement digne. Le purificateur d'air bourdonnait. Les mouchoirs sont restés dans leur boîte, intacts. Et dans ce silence retentissant, l'assistante sociale, une femme de mon âge avec des yeux fatigués et honnêtes, a fait glisser un formulaire sur la table et a dit, dans la plus douce miséricorde bureaucratique que j'ai jamais reçue. Le comté aura besoin d'un seul point de contact pour les décisions concernant ses soins à l'avenir. Qui dois-je inscrire? Qui dois-je inscrire? J'ai regardé la porte vide par laquelle ma famille venait de passer. Puis j'ai imprimé mon nom dans la petite case, Théa June Bennett, et mon numéro. Et sous, lien de parenté, j'ai écrit, fille. Et ma main a été stable tout du long. Ce que la version de moi de 3 heures du matin voudrait que vous sachiez. Les deux choses étaient vraies à cette table, et j'ai signé pour les deux. Je venais de devenir la personne dont la vie de mon père dépendait, et je venais de cesser d'être la fille de ma mère, dans toute monnaie qu'elle accepte. Dehors, dans le parking, le froid a frappé comme une porte battante. Et ma main a trouvé la clé en laiton dans la poche de mon manteau, la ficelle de cuisine douce sous mon pouce. Et je suis resté près de ma voiture et j'ai respiré pendant 1 minute entière, montre en main. Mais je n'ai pas quitté le bâtiment. Il restait une visite, et je suis remonté et je me suis assise près du lit de mon père, dans le silence de 2 heures du matin, les moniteurs gardant leur douceur verte. Il était réveillé. Son côté droit dormait de son sommeil permanent, mais l'œil du bon côté m'a trouvé et s'est accroché.
Et j'ai fait la chose que notre famille n'a jamais faite de mon vivant. Je lui ai dit la vérité, lentement, à hauteur des yeux, comme s'il était un homme adulte qui méritait qu'on lui explique sa propre vie. Je lui ai dit où il allait et pourquoi. Je lui ai dit, l'unité AVC de Fernwood, que je l'avais choisi moi-même en janvier. Que je connaissais les infirmières en chef. Que le chien de thérapie est un gros labrador jaune nommé Biscuit. Je lui ai dit que je serais là les mardis, chaque semaine. Que ses soins auraient sa fille en eux. Que personne ne déciderait plus jamais de choses à son sujet dans un couloir où il n'était pas. Je n'ai pas mentionné maman, et il ne l'a pas cherché derrière moi. Puis sa main gauche est venue sur la couverture et a pris la mienne, et a serré fort. De la manière dont il testait si un cric tiendrait avant de se glisser sous une voiture. Sa bouche a travaillé. La parole était presque partie, avait-il dit. Mais il ne note pas ce qu'un homme garde en réserve. C'est sorti, bredouillé, un demi-murmure, traîné en montée tout le long, et je l'entendrai dans chaque pièce silencieuse pour le reste de ma vie. La fille de Ruthie. Il savait. Il avait peut-être toujours su. Derrière cette fenêtre, dans ce fauteuil, dans ce silence que j'apprends encore à pardonner. Sa prise a tenu. Je suis resté jusqu'à ce qu'il s'endorme. Papa a emménagé à Fernwood la 3e semaine de février. Les papiers de Medicaid sont passés, de la manière dont les papiers passent lorsqu'une infirmière de soins palliatifs a rempli les formulaires de la famille pendant une décennie, correctement, du premier coup. Il a un lit près de la fenêtre. Il donne sur une cour avec une mangeoire à oiseaux. Et le gros labrador jaune fait ses rondes le jeudi. Et mon père, qui a peut-être une douzaine de mots laborieux qui lui restent, a appris à toute l'unité celui qui signifie « chien ». J'y suis tous les mardis. J'apporte du café pour l'infirmière en chef et le journal pour lui. Et certaines semaines, j'apporte les lettres. Je les lui lis, une par une, la voix de sa mère dans ma bouche. Et il écoute, les yeux au plafond et sa bonne main serrant la mienne, aux mêmes endroits à chaque fois. Les tomates, les contrôles d'orthographe, la ligne sur la « petite infirmière ». Il était dans cette maison pendant qu'elle les écrivait. Il a laissé faire. Les lettres le disent. Sa prise dit qu'il le sait. Je les lis quand même. C'est ce que coûte la gratuité. Et je le paie volontiers. Ma mère lui rend visite le dimanche. Le personnel, que Dieu les bénisse, a compris la chorégraphie en un mois, et personne n'a jamais eu à le dire à voix haute. 2 quarts, pas de chevauchement. Elle raconte sa version à sa famille. Une fille qui a choisi la maison d'une femme morte plutôt que son propre sang. Et j'ai arrêté de soumettre des corrections. Son grand livre est la seule langue qu'on lui ait jamais apprise. Et à 61 ans, avec un condo en location et un mari qui garde ses mots pour le chien, elle en tient les comptes comme certaines femmes gardent des chapelets. Je la comprends maintenant, ce qui n'est pas la même chose que de la laisser revenir. Le numéro qu'elle a de moi sonne sur un téléphone que je vérifie le mardi, après Fernwood. Jess monte au lac la plupart des samedis. Elle apprend la pâte de grand-mère, et elle est nulle, d'une manière qui aurait fait en sorte que Ruth lui retire le rouleau à pâtisserie avec beaucoup d'amour. Et nous mangeons les échecs sur le porche, et je lui raconte les vraies histoires. Toutes. De 11 ans et plus. Le schéma fonctionne grâce aux croyants, et ma famille vient de perdre le sien. Maggie vient toujours le dimanche. Les enquêteurs à la retraite, il s'avère, ne ferment jamais complètement un dossier. Elle a apporté une chaise pliante pour le porche en avril et l'a laissée, ce qui, chez Maggie, est une demande en mariage. Quand la glace a quitté le lac Arland à la fin du mois de mars, on aurait dit que tout l'hiver se raclait la gorge. Et je suis resté sur mon porche avec du café et j'ai écouté ça s'en aller. La marche du porche ne grince plus. Je l'ai réparé moi-même, avec ses outils du cabanon. La clé en laiton vit sur un clou près de la porte maintenant. Elle a fait son travail. C'est juste une clé de maison, enfin, reposant sur sa boucle de ficelle à carreaux rouges. Et certains soirs, je sors la dernière lettre et je lis la ligne, de la manière dont d'autres disent le bénédicité. Tu n'as jamais été la dette, Théa. Tu étais la fille. Ça a pris 20 ans, 9 sacs poubelles et un lit de camp dans un sous-sol d'église. Mais je la crois enfin. Voici ce que ma grand-mère savait, et ce que je sais maintenant, et ce que j'espère que vous retiendrez ce soir. Tout amour qui vous présente une facture n'est pas de l'amour. C'est un loyer. Et les gens qui vous aiment vraiment laissent la porte déverrouillée et la clé sur une ficelle, et ne vous envoient jamais la facture. Sac poubelle sur un porche,
un lit de camp la veille de Noël, une clé en laiton sur une ficelle de cuisine. C'est mon histoire. Si vous êtes celle qui porte votre famille, écoutez-moi. Une limite n'est pas une trahison. Et vous avez le droit de les aimer, depuis votre propre porte d'entrée. Si cette histoire vous a tenu compagnie ce soir, abonnez-vous à Calm Drama Stories et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait, debout sur ce porche avec toute votre vie dans des sacs poubelles. Je les lis tous. Et si vous êtes celui ou celle qui garde quelqu'un d'autre au chaud ce soir, restez à l'écoute. Il y a toujours de la place près de ce feu pour vous.